Salut, je sais pas comment tu es arrivé sur cette vidéo, si c'est parce que tu as cliqué dessus ou si c'est parce que, effrayé d'une vidéo de plusieurs heures, tu t'es dit non, il y a que cette vidéo là qui m'intéresse parmi le bilan 2023 de Flavien. En tout cas, bienvenue. Donc, l'idée, cette introduction va être là pour toutes les vidéos un peu sorties du bilan 2023 qui sont là si vous avez trop peur de la durée globale du bilan et qu'il y a juste telle catégorie qui vous intéresse. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est extrait directement de la vidéo globale du bilan 2023, ce qui fait que, où je parle vraiment de tous ces jeux et même plus, où j'ai catégorisé comme ça, compartimenté un peu par type de jeu et par catégorie, donc je vais vous dire après ce qu'il y a si vous êtes curieux, mais donc juste, soyez conscients que c'est sorti d'un truc plus global. Alors normalement j'ai essayé de faire gaffe, mais il est possible qu'il y ait ici et là quelques incohérences ou quelques trucs dont la référence n'apparaît pas dans la vidéo, c'est que ça vient d'une autre partie de la vidéo bilan. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous dis un petit peu ce qu'il y a comme vidéo, là vous êtes dans celle-ci qui est, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, si jamais il y avait aussi les déceptions, les trucs originaux mais pas forcément entièrement aboutis, les trucs qui sont un peu du réchauffé, un peu du déjà vu mais qui sont agréables, il y avait aussi les jeux solo, les jeux à deux, les surprises, les ressorties, donc c'est les vieilleries qui sont ressorties en 2023, et également le top du top, évidemment, les quelques jeux qui m'ont le plus marqué. Donc voilà, là je sais pas dans quelle partie vous êtes, vous y êtes, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes là par choix, j'espère que personne vous a contraint, mais encore une fois, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir les autres qui sont en lien dans la description, etc. Vous pouvez le faire ici aussi, comme sur l'autre bilan, vous pouvez mettre un petit pouce, il y a un petit Buy Me a Coffee dont je vous mets le petit QR code et puis le petit lien si jamais vous avez trop de sous et que vous savez pas quoi en faire, vous attendez juste à aucune contrepartie, c'est pas le but, voilà, n'hésitez pas à commenter, pour le coup, sur le bilan 2023, je vous invite à commenter sur n'importe quelle partie, autant ici, n'hésitez pas à commenter mes choix dans la catégorie dans laquelle on est, et à parler des jeux que vous avez découverts dans cette catégorie, alors que ce soit les déceptions, les jeux à deux ou quoi, ça dépend en fait du titre de cette vidéo. Voilà, on part en fait pour l'intro qui était dans le bilan 2023 de cette catégorie, qui peut-être ne va faire aucun sens, mais en tout cas, on y va. Allez, après ces déceptions, ces flops, on va partir pour un peu plus de positif pour l'ensemble de la vidéo, même si, vous allez le voir évidemment, il y aura pas mal de nuances, ce sera pas que tout blanc ou tout noir, notamment dans la partie qui vient, on va parler des choses que j'ai trouvées assez originales, avec des idées, des concepts, mais dont le résultat final m'a pas entièrement convaincu, et où en gros je trouve qu'il y avait une idée ici, une idée là, des trucs assez forts, avec de l'identité, ce qui est quelque chose que j'aime bien, mais ouais, la proposition globale a pas été totalement bouleversante pour moi, même si j'y reconnais effectivement ces petits points-là. Et moi, en général, c'est quelque chose que j'aime plutôt, c'est quelque chose que j'ai tendance à valoriser, l'originalité, quand bien même c'est pas forcément un résultat génial, j'ai tendance à préférer des choses qui vont oser, qui vont proposer des originalités, mais qui vont être, à la fin, ok, mais au moins il y a un truc à en retenir, il y a des trucs à discuter, là où, vous verrez un peu plus tard, mais je suis un peu moins client de choses qui, dans l'ensemble, je passe un meilleur moment sur la partie, mais j'ai beaucoup moins de choses à en dire, je considère que c'est des propositions meilleur pour moi, en tout cas j'en retire plus quelque chose, donc on est parti pour des choses assez originales, avec pas mal d'identité, mais qui malheureusement ne m'ont pas entièrement convaincu. Et en vrac qui ne sont pas derrière moi, j'en ai retenu quelques-uns que j'ai pu essayer, alors je vais vous les faire plus rapidement que les autres. Il y a d'abord Almost Innocent, j'en avais parlé je crois dans ma vidéo de juillet par là. Almost Innocent, c'est un jeu de déduction qui est un genre que je n'aime pas. Le jeu de déduction c'est quelque chose, voilà, j'aime pas trop. Son originalité c'est que c'est un jeu coopératif, vraiment assez original de ce point de vue-là, avec notamment le fait de poser des questions. Alors c'est un peu bizarre quoi, enfin j'ai toujours du mal en fait à me mettre dans le mood du jeu, j'y ai rejoué depuis cet été. Je le trouve toujours intéressant, il y a plein de choses à en dire, il y a l'originalité de la coopération, même si c'est pas le premier jeu de déduction coopératif du tout, mais il a quand même ça pour lui, et le côté, la question que je pose, faut que je réfléchisse parce qu'elle doit me servir, mais elle doit aussi servir au reste de l'équipe, ça c'est assez cool. Reste que déjà on est dans un genre que j'aime pas trop, la déduction pure, où je suis pas très bon et où mon cerveau il arrive pas trop à calibrer le truc. Il est dans l'univers de Hidden Leaders, on s'en fout un peu parce qu'en vrai, ça n'a rien à voir, c'est juste l'univers visuel qui est commun, donc c'est un jeu de Philippe Attali qui est sorti chez Matago, et si je dis pas de bêtises, c'est Satoshi Matsumoto aux illustrations, assez réussi par ailleurs.
Il y a tout un système de progression et tout, avec différents niveaux, moi j'en ai fait quelques-uns, mais pas plus que ça. Je sais pas à quel point ça va changer la difficulté. Il y a aussi un truc quoi, qui m'a dérangé dans Almost Innocent, c'est son thème. Alors on pourrait se dire que le thème on s'en fout, et que c'est un bête jeu de déduction, on va mettre des croix ici et là et tout. Mais étonnamment, alors que j'ai facilement tendance à m'abstraire moi des thèmes, pour justement aller vers le cœur mécanique et me dire bon, quand le thème est réussi et cohérent et tout, c'est super. Quand il est pas là, bah tant pis, et voilà. Là, en fait, moi à chaque fois ça me sortait du jeu et ça me... En fait, j'arrivais pas à visualiser, à comprendre pourquoi je faisais ça. Et du coup, j'avais du mal à le mettre en œuvre. Donc pour moi, ça dans Almost Innocent, c'était un vrai problème. Le problème principal, en fait, au-delà du fait que c'est un genre que j'aime pas, ça reste original. Je vous le conseille si vous aimez la déduction notamment. C'est vraiment un jeu curieux, intéressant, qui juste, bah moi, pour le coup, d'un côté ça m'a pas plu, et de l'autre, je trouve qu'il y aurait dû y avoir autre chose fait sur le thème, quoi. Je continue avec, dans les jeux que j'ai pas, le The Veil of Eternity, donc qui est chez Mandu Games, j'ai plus le nom de l'auteur ou l'éditeur, ou l'illustrateur, ou l'illustratrice, mais je vous le mets en bas comme pour les autres. Donc Veil of Eternity, pourquoi vous allez me dire il est dans les originalités, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup plus classique, notamment en termes de sentiment de jeu, parce que c'est un pet jeu de cartes à combo, où on va se créer son petit tableau, où on va essayer de faire comboter des synergies et des cartes entre elles et tout. Si je le mets dans cette partie, c'est pour une bonne raison. C'est son système de monnaie. Alors il y a déjà le système aussi de draft et contre-draft qui est vraiment intéressant parce que en fait le fait qu'on puisse faire pas mal de choses avec les cartes, donc la vendre ou l'apprivoiser, ça fait qu'en fait bloquer quelqu'un, c'est pas juste le bloquer, ça peut nous servir pour la vente. Donc ça va favoriser le fait de bloquer. Ça c'est quelque chose qui est relativement original, hein, mais que le blocage ait un intérêt quoi qu'il en soit. Et ça donne vraiment de l'intérêt au contre-draft, notamment à deux. Il y a aussi, moins original aussi, mais le fait que par round on ait le droit à une carte devant soi dans son arène, et que donc on aura maximum 10 cartes devant soi, puisqu'il y aura maximum 10 rounds, c'est une contrainte assez forte, ce qui fait que ça, dans cette partie-là, c'est un élément, c'est le système de monnaie, le système économique de Veil of Eternity, avec cette limite de 4 jetons, et des jetons qui peuvent valoir 1, 3 ou 6, sans rendu sur la monnaie. Alors c'est pas les 4 jetons, c'est pas une limite dure, c'est pas comme la main dans Ancient Knowledge, c'est une limite où tu peux en prendre et défausser jusqu'à 4, reste que c'est une limite forte, et notamment en fait ça qui se combine aux différentes valeurs de monnaie, et le fait que on te rende pas la monnaie, si tu payes 6 pour un truc à 1, eh bien tu ne gagneras pas tes 5. Tu n'auras pas 5 de monnaie, quoi. Tu auras perdu ça. Donc en fait, c'est le côté où on essaie d'optimiser, de faire en sorte d'avoir les jetons qui vont bien avec les cartes qu'on va, parce qu'évidemment, il y a plein de cartes qui vont comboter avec les types de jetons qu'on a. Il y a aussi des cartes qui vont dire, T3 valent 6 et inversement, etc. Mais ce côté limite à 4, et surtout, combiné au fait que les jetons ont ces 3 valeurs-là, je trouve ça assez intéressant. C'est quelque chose qui procure un sentiment particulier à Veil of Eternity, et c'est la raison principale pour laquelle je retiens le jeu. Maps of Mystera maintenant, donc des 3 auteurs Mathieu Bossu, Gobarkas, Timothée Decroix, je crois, et Thomas Cariat, donc petit disclaimer, comme je l'ai fait dans ma vidéo mensuelle, mais la Cariat, qui est un des 3 auteurs, c'est quelqu'un que j'aime bien, et avec qui j'ai collaboré sur Proxy Jeux, et avec qui je discute de temps en temps. Voilà, édité chez Sit Down, avec une très belle couve, pareil, j'ai plus l'illustrateur et l'illustratrice, mais vous trouvez ça en dessous. Donc, Maps of Mystera, ce qui n'a pas d'original, ce qui fait que la proposition globale m'a plu, mais n'est pas, ça aurait pu être mieux, c'est, j'en ai parlé, mais c'est le côté très très classique du scoring, des petits objectifs, etc., où ça c'est un peu lambda, quoi. Enfin, c'est le but du voyage, entre guillemets, n'est pas essentiel et n'est pas très très emballant. L'originalité, ça vient vraiment de l'incorporation de la thématique, puisque c'est l'idée d'être des cartographes, et cette opposition qu'on a aussi dans Souviens-toi, qui est sorti cette année en français chez Matago, qui date de 2019, donc qui est antérieur, et je l'ai dit dans ma vidéo, mais bien qu'il y ait ce côté similaire, c'est 2 jeux vraiment différents en termes de sensation de jeu, c'est ce côté de contradiction entre ce qui se passe dans un espace central qui est la réalité, donc le terrain tel qu'il est, et ce qui se passe sur son espace personnel, sur son plateau perso, qui est ce que je retranscris du terrain. Et thématiquement, c'est parce que moi j'ai des commanditaires qui veulent que plutôt je découvre de la montagne, même si c'est de l'eau, et du coup je vais dire ah ouais c'est de la montagne.
Et il y a cette double validation pour dire bah j'ai dit 2 fois que c'était de la montagne, donc effectivement c'est bien de la montagne, ou bien j'ai dit une fois et toi t'as dit une fois que c'était de la montagne, donc effectivement sur le terrain du réel c'est de la montagne. Ça pourquoi pas, mais c'est vraiment cette espèce de contradiction qu'il faut gérer entre les deux, sachant que en termes de points c'est quand même intéressant d'avoir une carte personnelle qui ressemble au plateau central qui est la réalité. Ça rapporte aussi des points. Donc pour moi c'est vraiment ça l'originalité du truc. Après encore une fois, pourquoi on fait tout ça, les histoires d'objectifs, de points, de réclamer certains territoires et tout, c'est beaucoup plus classique, ce qui fait que bah voilà, ça sort pas vraiment du lot, mais il y a quand même ce truc là, et notamment ce que ça entraîne en fait en termes de gestion du rythme, où comme dans plein de jeux du genre, dans un patchwork ou quoi, on perd des points si on n'a pas rempli certains éléments de sa grille, mais en même temps, donc on a intérêt des fois à remplir vite sa grille pour éviter de perdre trop de points, mais en faisant ça, on a tendance à plutôt laisser la porte ouverte au changement de terrain sur la réalité, et c'est-à-dire à ne pas double valider un truc, ce qui va être contre nos objectifs perso, il y a ce paradoxe-là, en fait, de vitesse et de rythme, et de validation du réel, rentre bien en cohérence et en écho à cette contradiction qu'on a entre l'espace réel et le terrain personnel. Donc voilà, pas mémorable, mieux que ce que je pensais quand même, enfin notamment parce que je trouve que le système rencontre vraiment très bien son thème, même si c'est pour des objectifs un peu classiques. Un autre thème fort, c'est le cortège, qui est sorti chez les éditions du Silence de Dorian François, avec là aussi, j'ai plus le nom de l'illustrateur, mais c'est en dessous. J'en ai parlé là très récemment dans une vidéo des découvertes du mois, très fort thème, manque d'implication d'un point de vue de l'édito, parce qu'il y a un édito qui met un peu en parallèle les souffrances des manifestants et les souffrances des policiers, alors que clairement aujourd'hui on est dans un état où il n'y a pas égalité, il n'y a pas match, reste que proposer un thème aussi fort dans une période où les violences policières sont questionnées, où c'est un jeu de pichenette et où donc on percute les autres, c'est quand même assez fort de sens. Il y a plein de trucs qui sont bien dans le cortège, notamment aussi la manière dont ça utilise le jeu de pichenette, mais pour faire une espèce de jeu de contrôle de l'espace qui est assez cohérent. On connaît les NAS des flics, il y a l'idée de contrôler un territoire, de prendre aussi le pouvoir du bâtiment, l'idée d'asymétrie, donc c'est un jeu exclusivement à deux, de comment est-ce que, en fait, quand on fait un tir avec sa pichenette, c'est à la fois pour percuter quelqu'un et pour l'éliminer, ou pour se placer, pour prendre, mais aussi pour bloquer des lignes de vue, pour bloquer le fait de pouvoir taper quelqu'un d'autre, pour prendre un peu l'ascendant sur l'autre. Il y a aussi ce système de triple scoring, qui est un peu moins original, enfin, c'est pas ça que je retiens, moi ce que je retiens c'est vraiment le thème. Je regrette un peu l'édito qui est fait autour, qui est un peu politiquement correct selon moi, et qui manque un peu d'implication politique forte et de côté un peu gauchiste, disons-le, donc le thème qui est fort, avec certains personnages qui sont forts et tout, et également ce côté effectivement où c'est pas juste un jeu de pichenette où je vais essayer de percuter les autres, même si ça reste le but premier des flics puisque c'est comme ça que t'élimines les manifestants, mais c'est pas que ça, il y a tout un jeu sur la gestion de l'espace qui le rend assez particulier, même si bon, je trouve que pourquoi il est aussi dans le côté un peu plan-plan, au-delà de l'implication politique, c'est aussi le fait que moi, les parties que j'ai fait, je trouve quand même que bon, j'aime beaucoup la pichenette de manière générale, mais il y a un côté un peu répétitif au truc, et où, ok, j'ai vu ce que tu voulais faire, est-ce que j'arrive à le faire ou pas, bon, soit, il y a des vraies décisions, mais pas suffisamment d'enjeux pour moi pour vraiment m'enjailler à mort, quoi. Et le dernier de ce groupe, c'est Far Away, donc un jeu de Corentin Lebras et Johan Goupy, qui a été édité par Catch Up Games, qui est sorti en plein de boîtes différentes, soit, pourquoi pas, en vrai, surédité d'ailleurs, une boîte trop grande pour le contenu. Far Away, c'est sûrement un des jeux les plus intéressants pour moi en termes de discours cette année. Un peu comme pour Maps of Mysteria, il a pour lui le voyage, il a pas pour lui la destination, parce que les façons de marquer des points, c'est d'un classicisme aberrant, c'est voilà, j'ai les bonnes petites ressources et ça me fait des points. J'ai X cartes rouges et ça me fait tant de points. On n'a jamais vu plus classique que ça, et c'est le cas dans tous les jeux de ces deux auteurs. Malheureusement, c'est des gens qui savent pas briller par leur originalité de ce point de vue-là, mais là où ça me fait râler dans un Elawa, où ça me fait râler dans un Roa, dans plein de trucs, dans Far Away, je retiens quand même ce super système, qui est renforcé par la mise en scène, qui crée très peu d'interactions et tout, et on s'en fout un petit peu, là pour le coup, parce que le système me satisfait. Ce côté truc à rebours, qui est finalement pas si game changer que ça, parce que
Alors ça dépend des gens, j'ai des gens qui ont eu du mal à appréhender ce système au niveau des retours, où ils se disaient ouais non j'ai vraiment du mal à me projeter du fait que ce que je mets au début ça va être révélé à la fin et résolu à la fin. Moi j'avoue qu'en 2 parties ça allait, j'ai pas eu ce côté un peu paradoxe cognitif, ça m'a pas dérangé, mais je trouve ça super parce qu'en fait cette espèce d'inversion c'est quand même original, vraiment. Et parce que j'ai toujours envie de faire cette fameuse vidéo pourquoi parler de Faraway. Parce que pour moi, même si le jeu à la fin il est moyen et que j'ai pas spécialement envie d'y revenir, c'est un jeu qui crée du discours et qui crée de la pensée, parce que à chaque fois que j'y joue, alors déjà j'adore le faire découvrir, parce que justement, il y a ce côté où tu te dis, ah oui, ok c'est à l'envers, alors que ce soit game changer ou pas, il y a quand même, au moins la première fois, ah quand même, ok, notamment lors de la deuxième partie en fait, la première partie on se rend compte de ce système, et normalement, souvent la deuxième partie permet de faire un meilleur score et de se dire, ah ouais, ok, j'ai compris et j'ai pu l'appliquer. Et ça, c'est assez cool. Alors, est-ce que ça tient plus de 5 parties? Moi, je trouve pas. Je trouve qu'en 2 parties, 3 parties, on a fait le tour, on a compris le système. Mais ça suffit pour me le rendre curieux, et c'est un système que je verrais bien réutiliser ici ou là dans un jeu plus abouti au global. Et notamment, oui, je parlais de mise en scène parce qu'il y a ce côté et c'est pris par BGA, cette mise en scène-là, peut-être pas au niveau, parce qu'il n'y a pas le côté où c'est toi qui retourne et tout, mais c'est très bien que l'adaptation BGA résolve chaque carte une par une, parce que c'est ça qui permet de comprendre le système, et qui réserve un peu de suspense. Donc ça c'est cool. Encore une fois, c'est dans un objectif totalement lambda et classique. Pareil, le côté un peu paradoxe de il faut mettre des cartes à la suite en valeur croissante, mais le jeu t'incite plutôt à le faire dans l'autre sens aussi, donc c'est un paradoxe un peu con. Ok, ça fonctionne, mais bon, c'est pas ce que je retiens. Non, mais par contre, vraiment, ce que je retiens, c'est ce système de résolution à l'envers, parce que vraiment, il y a... En fait, ce qui est trop cool, c'est qu'à chaque fois qu'on joue à ça, en tout cas qu'on le découvre, on dit « Mais ça me fait penser à un autre jeu, mais lequel ?» Et on ne trouve jamais. On fait des parallèles un peu ici et là, un peu foireux, mais un jeu vraiment qui procure les mêmes sensations et qui a le même système que ça, il y en a pas tant que ça, et du coup, c'est vraiment original, ça donne envie d'en parler, ça titille la curiosité, ça titille un peu le cerveau, en se disant ouais, ils ont quand même réussi à trouver un truc. Et alors, je veux pas être désagréable avec les auteurs et tout, c'est des auteurs que j'aime pas beaucoup en termes de travail sur les jeux. Je trouve que c'est rare dans leurs jeux qu'ils aient réussi au moins à trouver ce petit truc-là qui me titille, quoi. Souvent, c'est plus un jeu quelconque de plus. Là, il y a un petit peu de ça, mais il y a quand même un petit truc. Allez, on va passer aux jeux qui sont derrière moi. On va commencer par l'Orcana, le jeu de cartes. Ce fameux jeu qui a beaucoup animé les débats, qui a beaucoup animé aussi les portefeuilles. Moi j'ai essayé vraiment, jeu de base, alors je sais, normalement il faut pas juger l'Orcana juste avec ses 2 premiers chapitres, et que c'est qu'à partir du 12e chapitre que ça prendra son sens. Pas du 12e, ça doit être le 3e, le 4e, je sais plus. Bullshit, on s'en fout, vous proposez ça à la vente, faut que ce soit solide dès le début, parce que sinon j'ai pas envie de m'investir là-dedans. L'Orcana, donc, jeu de cartes à collectionner, sur Disney, avec plein de débilités, d'absurdités en termes de revente et tout. Le système du JCC, hein, c'est comme ça que ça marche. Donc, il y a eu un premier chapitre, il y a eu un deuxième chapitre, moi j'ai joué qu'avec les cartes du premier chapitre, et, alors je sais, hein, voilà, peut-être que c'est mieux après 12 ans de mise en place, mais je trouve que c'est pas mal, c'est pas un jeu incroyable, c'est quand même assez quelconque au niveau des effets de cartes et des dynamiques. Il y a quand même des trucs à en retirer, qui font que je garde une curiosité pour le jeu. Il y a notamment son système de mana, qui n'est pas un mana comme dans Magic, ni comme dans Hearthstone, où on gagne à chaque tour un mana, ou bien où il faut avoir des manas dans sa pioche. C'est plutôt ce côté où on sacrifie certains trucs pour avoir des encres, ça je trouve ça cool, parce que ça entraîne un sacrifice, de cartes qui sont en général plutôt intéressantes, surtout si on part... J'ai joué aussi qu'avec les decks de démarrage, hein, soyons clairs. Je m'attarde sur ce qui m'a intéressé dans le système de jeu, hein, pas sur tellement les cartes. Donc il y a ce système-là d'encre, et il y a enfin le deuxième truc, c'est cette espèce de course, où on venait entre cette double gestion entre il faut que j'aille chercher des éclats de lumière, je sais plus comment ça s'appelle, on s'en fout un peu, qui vont me faire monter, puisque c'est un jeu de course, ce qui est différent d'un jeu comme Star Realms ou comme Magic, où le but c'est de défoncer son adversaire. Là c'est plus d'atteindre un certain nombre de points, ce qui est aussi moins violent, et également, en parallèle de ça, essayer quand même de ralentir l'adversaire qui essaye de faire ça en même temps que nous. Et donc,
il y a cette double gestion-là en termes de rythme, de j'ai envie d'avancer, mais en même temps, j'ai envie de ralentir l'autre, donc je vais jouer des personnages qui vont éliminer les siens, mais en même temps, si je fais que ça, je vais pas gagner. Et donc il y a cette espèce de double truc à gérer qui est plutôt intéressant. Il y a aussi, je crois, le système de chansons que je trouvais plutôt intéressant, je l'ai pas beaucoup exploité parce que j'ai pas fait suffisamment de parties, mais de loin comme ça m'avait l'air plutôt sympa. Donc ouais, pas incroyable ce que j'ai joué, encore une fois j'ai joué qu'avec les cartes du premier chapitre et qu'avec des decks préconstruits. Évidemment ça se prête à faire des combos et tout et à créer des dynamiques différentes, hein. Ça je ne nie pas que j'ai pas toutes les clés pour dire si c'est un excellent jeu. De ce que j'ai vu, j'ai pas pris un plaisir fou, mais j'en retiens quand même quelques éléments. Petit changement d'éclairage, hein, ça s'assombrit, donc j'ai remis les lumières. Gardeners 2, Casper Lab, très bon auteur, auteur en tout cas passionnant, qui a fait notamment That's Not a Hat cette année, qui a fait Magic Maze et tout. Gardeners, donc chez Sit Down, hein, comme Magic Maze, qui est illustré par M. Ooms et Anthony Moulin, je ne sais pas, qui est un jeu de pose de tuiles, rapide, coopératif. J'y ai pas joué beaucoup parce que j'ai été assez déçu par ma première partie. En fait, c'est pas mal au niveau du système. Il y a des trucs intéressants dedans, qui rappellent ici et là certains trucs de Casper Lab. C'est pas nul. Seulement, donc je retiens plein de petits trucs de l'ensemble du jeu, au niveau de la communication, au niveau du temps réel. Rien de bouleversant. Ce qui fait que, malheureusement, il tombe dans les trucs où je trouve que c'est dans l'ensemble un peu raté, c'est le manque de cohérence vis-à-vis du thème. On est dans les jardins et en fait c'est vraiment un jeu ultra tendu et ultra peu peaceful quoi, ultra peu chill, et du coup je comprends pas, enfin moi j'aime bien quand il y a de la cohérence et là il y en a zéro. Ça empêche pas le jeu d'avoir des trucs à proposer vraiment en termes de sensations de jeu et d'espèces de petits puzzles à plusieurs à communication limitée, mais moi je vous avoue que ouais, alors déjà c'est... Je sais pas, j'ai pas accroché plus que ça, ma compagne non plus, du coup on a pas poussé un peu plus. Ça mérite, c'est pour ça que j'ai encore dans ma ludothèque, parce que je pense qu'il mérite quand même en termes de game design que je l'approfondisse. Est-ce que c'est vraiment original? C'est du Casper Lab, donc c'est relativement original toujours. Vis-à-vis d'autres de ces jeux, pas forcément. Je vous invite quand même à y jeter un œil, c'est des sensations qu'on trouve pas dans tous les jeux de société, à voir si j'arrive à surmonter un peu ce côté incohérent vis-à-vis du thème. Un autre jeu que j'ai pas assez approfondi mais qui m'a un peu laissé sur le côté, c'est ce jeu King's Trick Takers, donc dans la famille un peu des Trick Takers, qui devrait arriver chez nous. Il y a eu un KS enfin il va pas arriver chez nous, si, je crois que King's va arriver chez nous par Pixie, mais Trick Takers, le jeu de base qui a été designé avant celui-là, n'a pas été... il a été kickstarté par le Portland Game Collective en anglais, donc c'est un jeu de Hiroken, illustré par Nina, et chez Joypul Games, ou chez moi le Portland Game Collective, c'est là que je l'ai pris. Un jeu absolument magnifique, les illustrations c'est parmi les plus beaux jeux que j'ai, ultra surproduit, l'épaisseur des cartes c'est complètement du délire, les jetons aussi, très intéressant, mais un peu vain peut-être. Je leur donne encore des chances, il faudra que je réessaye. C'est un jeu, alors Trick Takers est souvent présenté comme le route du jeu de pli, parce que beaucoup d'asymétrie, des personnages différents, qui ont des façons différentes de marquer des points ou de gagner. Là il y a ça, et c'est pas une version petit Trick Takers quoi, hein. C'est pas plus simple, parce qu'il y a beaucoup plus de personnages, il y a plein de trucs, ça déborde de trucs, c'est pas facile, les aides de jeu sont écrits en tout petit, c'est pas facile à appréhender, c'est super chiant à expliquer, mais il y a un truc quand même qui se dégage là-dedans, au-delà du visuel, il y a vraiment ce côté très asymétrique, où je vais choisir tel personnage qui va me donner tel pouvoir, et qui va me donner tant de trucs, et qui va me demander de mettre des clés de cette manière et tout. Tout ça est super cool, et assez original pour un jeu de pli. Reste que la phase de pli est un peu, de ce que j'ai fait pour l'instant, assez accessoire malheureusement, et où t'as un peu un sentiment de ma phase de sélection de personnages de pouvoir et tout, qui va m'apporter de la flexibilité du machin du truc, c'est pour faire, je sais plus, 5 plis. Et du coup, tu te dis, il y a un peu un côté de tout ça pour ça, malheureusement, où tu te dis, en fait, la phase de pli est un peu accessoire, alors que c'est quand même un jeu de pli, du coup c'est moins peut-être un jeu de pli qu'un jeu de sélection de personnages et asymétrique, je sais pas, faut que je leur donne des chances, parce que il y a vraiment quelque chose quand même qui titille un petit peu le cerveau là-dedans, dans ce côté très asymétrique, à quel point on peut le pousser, à quel point on peut faire des synergies et tout. C'est pour ça que je suis très curieux, au-delà du fait que c'est un très beau jeu, que je garderai ne serait-ce que pour ses visuels, mais c'est curieux, c'est intéressant. J'ai quand même le sentiment de un peu une montagne qui accouche d'une taupinière, c'est comme ça qu'on dit? Non, on dit prendre une montagne pour une taupinière. Redites-moi dans les commentaires, il y a une expression pour un truc qui accouche d'un truc. Mais en tout cas, il y a un côté
un peu où tu te dis, bah, ça a l'air comme ça, même si c'est super chiant à expliquer, pourquoi pas, comme route, route est chiant à expliquer, mais il y a la récompense de ça. Là, je trouve que, finalement, le sentiment global de jeu est pas assez fort par rapport à tout ce qu'il y a à y engager. Il nous reste 2 jeux, les John Declare pour les 2. On va commencer par Empire's End Gloire et Déclin, dont j'ai parlé en début d'année quand il est arrivé en version anglophone. Donc, de John Declare, c'est localisé chez Lucky Duck Games, et c'est Quanchai Moria qui fait les visuels qui sont absolument ma boule. Une boîte qui est pas trop grosse non plus, donc ça c'est cool, mais un jeu très très fort en termes de sensations, qui a beaucoup à offrir. Notamment son système qui rappelle Non Merci, du coup il a souvent été comparé comme à Non Merci avec son système d'enchères un peu inversé, je sais pas, en tout cas c'est des mises où on va rajouter des ressources pour éviter de se prendre des désastres. Ce qui est très fort dans Empire's End, c'est ce côté ultra thématique de l'Empire en déclin, et de avoir l'impression de s'en prendre plein la tronche pendant toute la partie, et de se dire, purée, à quel moment est-ce que ça vaut le coup que je me le prenne, ce truc dans la tronche, et à quel moment il vaut mieux que j'évite. Parce que donc, si j'accepte de me prendre un truc dans la tronche, je vais récupérer toutes les ressources qui ont été posées sur ce désastre, et en plus, je vais pouvoir améliorer un moteur. Je vous passe les détails, et ces ressources qui vont me permettre évidemment par la suite et de miser. Et donc il y a ce côté, alors à 2 ça marche beaucoup moins bien, mieux vaut y jouer à 3 ou 4, il y a ce côté qui a dans le merci de est-ce que je mets la ressource en espérant que ça revienne à moi pour avoir encore des ressources en plus, ou bien il faut que je le prenne maintenant parce que ça va finir par me revenir trop cher et je vais manquer de ressources par la suite et quelqu'un risque de prendre le désastre avant moi. Donc ça déjà c'est un sentiment, alors moi j'avais pas joué à Non Merci avant de jouer à Empire's End, j'y ai joué depuis, et effectivement c'est vraiment Non Merci en moins épuré, en moins direct, mais c'est un sentiment que j'adore, je trouve ça trop bien en termes de sensation de jeu, et ça se marie super bien au thème et au sentiment de jeu qui est de s'en prendre plein la gueule tout le temps, et moi j'adore ça, c'est un jeu qui a vraiment de l'identité, qui a vraiment quelque chose qui veut te faire ressentir, et il le fait très bien. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est ce double moteur, où en fait tu te fais détruire tes bâtiments, ça c'est clair, mais petit à petit, et c'est peut-être un peu moins thématique, même si les empires se reconstruisent sur les empires en déclin, tu vas poser des trucs sous tes bâtiments qui sont encore en vie pour créer un moteur parallèle. Un peu comme... non, pas comme dans Knar, je voulais faire la comparaison, mais Knar c'est plutôt que tu remplaces l'un par l'autre. Non, dans Knar tu jongles avec les deux en même temps, là c'est vraiment tu remplaces un moteur par un autre pour essayer de rendre ton deuxième moteur plus intéressant que ce que tu acceptes de laisser détruire. Ça marche pas toujours. Donc... vraiment une vraie force de proposition, moi je trouve ça super, j'adore ça. Malheureusement, comme souvent chez John Declare, et on va en parler juste après, il a souvent des propositions très fortes. Vraiment un cœur, c'est des jeux qui ont des cœurs, qui battent fort, mais qui parfois, ils ont un peu des problèmes d'alimentation, et ils battent tellement fort qu'ils finissent par s'épuiser. Et Empire's End, c'est notamment le cas, parce que, alors, il faut peut-être que je fasse plus de parties pour plus de fluidité, mais je trouve le jeu un peu redondant et qui se traîne un peu petit à petit, on a l'impression de faire un peu tout le temps la même chose, et que ça dure presque un tiers de partie de trop, que finalement, les sentiments de jeu qu'on reçoit, on n'avait pas besoin qu'ils durent aussi longtemps, et que ça aurait pu être un peu réduit, ou bien recoupé, ou bien un peu épuré, c'est quelque chose qui fait très mal. John Declare en général, il a beaucoup de mal à recentrer son truc autour de son cœur, justement. En fait, c'est un cœur qui est plein de gras, il y a trop de cholestérol, et du coup, il bat fort, mais il a du mal à battre. Et il est parasité par plein de trucs. Empire's End, c'est exactement ça. Très forte cohérence vis-à-vis du sentiment de jeu et du thème, très forte proposition de sentiment de jeu, mécanique assez originale et pas tant usitée que ça, puisque Non Merci a pas eu tant de successeurs que ça, mais au service d'un jeu qui, en termes de rythme et de lenteur, m'a un peu laissé sur le côté. Cependant, très forte proposition, une des propositions pour moi les plus fortes de l'année en termes de sensation de jeu, donc je vous le recommande. Et le dernier, donc toujours chez John Declare, c'est Ready Set Bet, que Tom Vasel, dont je partage vraiment les goûts, a mis tout en haut de son top 1 de tous les temps, je crois. Très chouette boîte, localisée par Yellow, donc de John Declare, illustré par quelqu'un, je vous mets ça en bas, parce que c'est pas mis en avant sur la boîte. Si, Athena Kagel et Kirk W. Buckendorf. Voilà. Donc Ready Set Bet, on est dans un jeu de PMU qui peut être géré par appli ou par un joueur ou une joueuse externe à la partie, et où l'idée c'est on va lancer des dés, ça va faire avancer les chevaux sur une piste, et c'est un jeu de pari, où on a des jetons, et on va les poser sur, je pense que c'est le 7 qui va faire ci, et le 6 qui va faire ça, et lui qui va arriver en premier, ou dans le trio de tête.
etc., etc., ou que le 6 va arriver avant le 4. Il y a un côté un peu can't stop, puisqu'au niveau des probabilités, forcément, faire un 7 est plus probable que de faire un 2, quand on lance les dés. Donc il y a vraiment ce côté, on a nos jetons en main, on est debout autour de la table, alors je choisis pas de 1 à 9, je choisis à partir de 5-6, et vraiment il y a ce côté où on se regarde et pouf, tu lâches ton truc, à un moment que tu vas juger juste, au moment où tu penses que le cheval sur lequel tu mises, ça mérite de valoir le coup, mais en même temps, bah c'est pas de la pose d'ouvrier, mais y a qu'une personne qui peut miser sur un endroit, donc faut le faire aussi avant les autres. Ce côté-là est super. Cette tension qui existe, elle est très bonne. Il y a, encore une fois, un putain de cœur dans Ready Set Bet, quand bien même on peut se questionner sur la pertinence du thème avec la souffrance que ça inflige aux chevaux, etc., et qui est jamais questionné dedans, ce qui est rarement le cas en fait dans les jeux de PMU comme ça, ou Longshot The Dice Game c'était pareil. Il y a aussi plein de petites cartes et tout, qui sont sur les côtés, qui sont d'autres types de paris. D'ailleurs, en termes de lisibilité, autant le plateau central, il est très visible et on voit ce qui s'y passe, autant je trouve qu'on a tendance à oublier en fait les cartes un peu sur les marges. Le gros problème, c'est qu'il y a ce foutu cœur qui bat et qui est parasité par tout le reste. Parce que, je parlais de la lisibilité sur le plateau, il y a aussi les fichus phases de manip entre chaque manche, qui prennent plus de temps que la manche en elle-même, les moments où on va récupérer nos points en fait. Et honnêtement, pourtant nous quand on l'a fait, alors j'ai qu'une partie au compteur, mais honnêtement quand on l'a fait sur appli, honnêtement, on était tous à prendre nos points, enfin il n'y avait pas de temps mort, c'était pas... Enfin j'avais l'impression qu'on pouvait difficilement aller plus vite dans les phases de maintenance, et c'était chiant quoi. Et c'est vrai qu'on y a joué avec Gaume, Jérémy et tout, et on s'est dit en fait ce qu'il nous faut c'est un truc où tu prends une photo et ça te dit tes scores quoi. Parce que alors c'est thématique quand tu vas chercher tes trucs et tout, et c'est long en plus d'attendre de prendre ses gains sûrement, je sais pas, j'ai jamais parié sur les chevaux, etc. Mais j'imagine que c'est long, mais c'est chiant. Et du coup en fait les phases comme ça frénétiques, et en même temps c'est pas vraiment frénétique, donc t'as pas besoin c'est pas comme un kite où t'as le cœur qui bat et qui monte, qui monte et qui monte, et où c'est bien de redescendre en tension. Là non, pas tant que ça. Ces phases-là sont beaucoup trop longues et cassent complètement le rythme du jeu. Et il y a aussi un autre problème dans Ready Set Bet pour moi, c'est que même pendant la phase de course, donc les moments où on pose les jetons et tout, il y a cette idée de tension, clairement. Et ce timing et tout, ce côté un peu qui va dégainer le premier, c'est chouette. Mais je trouve que c'est trop long quand même, ça manque de vraiment frénésie justement, parce que, alors nous, j'ai dit on a joué avec une appli. Cette appli, on l'a mis au temps le plus court, qui est 0,5 secondes pour chaque lancer de dés. C'est peu. Et ben j'ai trouvé ça trop long. Parce que du coup, on est là, et souvent on attend là, et puis à un moment, tout le monde se précipite, alors que le moment où tout le monde se précipite et où ça commence à s'agiter, c'est bien, mais sinon, on est un peu là à attendre, et c'est pas très excitant. Donc c'est aussi un problème de rythme pendant la course elle-même, et donc je disais 0,5 secondes, alors même, je sais que c'est un jeu où beaucoup de gens disent il faut la personne qui lance les dés et qui mette l'ambiance. Peut-être. Reste que la personne qui lance les dés, elle va le faire en plus que 0,5 secondes, forcément, et que moi j'ai trouvé les 0,5 secondes trop lentes, donc j'imagine même pas sur un truc où c'est 2, 3, 5 secondes, où ça va durer 3 plombes. Donc ouais, dommage parce qu'il y a vraiment une proposition, je le garde parce que il y a vraiment quelque chose là-dedans, comme dans Empire's End, je préfère Empire's End dans la proposition globale par ailleurs, mais il y a vraiment quelque chose, je comprends, enfin c'est un jeu qui mérite d'être essayé, qui a son identité comme beaucoup de jeux de John Declair, mais qui a des gros problèmes de rythme pour moi quoi. Regardez, j'avais tout rangé, ça y est, tous ces jeux, et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de The Number, de Hisashi Hayashi, que c'est Repo Productions qui a localisé, comment c'était le Lazy quelque chose? Je sais plus. En tout cas, ça vient c'est un jeu japonais, hein. Hisashi Hayashi, c'est quand même un auteur assez connu du circuit, qui a fait notamment Trick of the Rails, qui a fait String Railways, un auteur passionnant, et il a fait The Number, qui est de 3 à 5, et qui est un jeu intéressant, et honnêtement, moi, à sa découverte, j'étais là et je me disais, waouh, super, trop drôle, et j'aime toujours bien ce jeu dans l'ensemble. C'est un jeu où il y a un peu de guessing, il y a une déduction progressive, où on va écrire ces petits numéros sur les ardoises qui sont là derrière, et où on va essayer de résoudre du plus petit au plus grand, mais s'il y a des numéros communs au plus petit, et ben on va les barrer, on pourra pas les scorer, blablabla. Mais en plus, et ben du coup, si on arrive à scorer son truc, on va barrer tous les numéros, du coup on a plutôt intérêt à mettre tout le temps le même numéro, mais en même temps... Bref, plein de petits trucs, on a intérêt à mettre plusieurs numéros parce qu'on marque aussi à la fin de la partie autant de points que de numéros qu'on a barrés. Ce genre de truc,
C'est un jeu qui s'explique très bien en jouant, tout simplement, en disant bah vas-y écrivez tous un numéro, on les met comme ça, et puis voilà, je vous explique comment ça marche le scoring. Et on fait ça 2 fois, et c'est fini. Et donc je disais déduction progressive, parce que petit à petit, évidemment, comme on parle des numéros, on n'a plus le droit de les utiliser. Et donc, si on n'a plus le droit de les utiliser, les autres ils voient qu'on peut plus les utiliser, et donc on se dit, bah personne n'a le droit d'utiliser le 8, je vais mettre 888, c'est très bien. En plus c'est un grand nombre. Parce que si on met le plus grand nombre, eh ben on va avoir un petit bonus. Moi j'aime bien ce jeu, et honnêtement sa découverte, je me suis dit waouh, il est fort Hisashi Hayashi, et je continue de le penser, et je trouve que c'est quand même un jeu assez original, qui repose sur pas grand chose, parce qu'il y a vraiment du guessing, mais qui repose sur que dalle au début. Moi j'aime bien. Le problème, je trouve que c'est un bon jeu, et assez original dans ses sensations et dans sa proposition. Le truc, c'est qu'il a jamais marché quasiment avec moi, avec les gens avec qui à qui je l'ai fait découvrir. Tout le monde était là en se disant, bof, ouais. Et du coup, en fait, la plupart de mes parties étaient nulles. Parce que, autant je l'avais découvert avec Cyrus de Proxy Jeux, qui était assez client de ça. Et petit à petit, en fait, c'était un jeu où où il est descendu petit à petit dans mon année, et où finalement je retiens pas grand chose au-delà du côté, c'est un peu comme les jeux de Bleach Shinzawa où il y a un côté, ah c'est super malin, est-ce que ça tient la durée? Pas vraiment, mais ça reste super malin, et voilà, mais malheureusement petit à petit dans l'année, ben c'est pas un flop non plus, c'est pas une déception, parce qu'encore une fois elle a quelque chose à offrir, mais là où, à sa découverte, j'étais waouh, des étoiles plein les yeux et tout, et ben force m'est de constater que maintenant je trouve que je le garde, je trouve ça cool, peut-être que à un moment ou un autre je vais le faire découvrir à quelqu'un d'aussi enthousiaste que moi dessus, et que ça donnera des bonnes parties, mais en attendant, la plupart du temps, c'est malheureusement des parties qui sont des échecs. Voilà, je ne sais pas ce que tu viens de regarder, si c'était les top à 2, les meilleurs jeux solo, les déceptions ou quoi, en tout cas j'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à commenter tout ça dans les commentaires, à partager et compagnie. Je m'attarde pas. Encore une fois, il y a d'autres vidéos sur les sorties de 2023, que ce soit francophones ou non, qui sont en lien dans la description ou sur la chaîne. Ou bien il y a la grande vidéo, si vous êtes courageux ou courageuse et que cette vidéo-là vous a motivé, tout y est chapitré, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Bonne année ludique, mais bonne année de manière générale, prenez bien soin de vous. Ciao!